Les lourdes portes en chêne du très sélect cercle interallié, au cœur du 8e arrondissement de Paris, ne se sont pas contentées de s'ouvrir, elles se sont dressées devant moi comme un rempart de privilèges. Je suis entré en ajustant le col de mon tailleur bleu marine, une pièce sobre mais élégante, prête à célébrer les fiançailles de mon fils. Mais avant que je ne puisse faire 2 pas vers la salle de réception, un maître d'hôtel survolté m'a plaqué un tablier d'un blanc éclatant contre la poitrine. Encore en retard, a-t-il sifflé entre ses dents en consultant sa montre à gousset. La cuisine est sur la gauche. Le service des plateaux commence dans 5 minutes. Ma main a frôlé mes lettres de créance de présidente de chambre à la cour d'appel dans mon sac à main. J'étais sur le point de le corriger, de lui clarifier que je n'étais pas le renfort de dernière minute mais la mère du futur marié. C'est à ce moment-là que j'ai entendu une voix tonitruante s'élever depuis le vestiaire. Une voix que j'ai reconnue instantanément, Hubert de Saint-Thierry. C'est une question de standing, Margot, disait-il assez fort pour que la moitié du hall puisse l'entendre. Si la mère d'Adrien débarque avec l'air de celle qui vient de récurer les parquets, garde-la bien à l'écart des associés. On ne peut pas se permettre que la femme de ménage tape la discute aux membres du Conseil d'État. Je me suis figé. Je n'ai pas sorti ma carte professionnelle. Je ne me suis pas raclé la gorge. J'ai simplement regardé le tablier dans mes mains, puis l'homme qui pensait que ma dignité dépendait de sa tranche d'imposition. J'ai esquissé un sourire froid, imperceptible. Tout de suite, monsieur, ai-je murmuré au manager avant de nouer fermement les cordons du tablier autour de ma taille. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Je lis chacun d'entre eux et j'adorerais savoir qui fait partie de notre communauté. Dans mon tribunal, le silence est une arme. Si vous laissez un prévenu parler assez longtemps, s'il se sent suffisamment à l'aise, il finira toujours, sans exception, par se passer lui-même la corde au cou. J'ai décidé d'appliquer la même jurisprudence ici. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas senti humilié. J'ai ressenti la clarté froide et tranchante d'un prédateur entrant dans les hautes herbes. Ce n'était plus une réception, c'était une opération d'infiltration. Je suis entré dans la salle de bal, non pas en tant que Catherine Valandrey, plus jeune magistrate nommée à la tête de la section financière, mais comme un fantôme en tablier blanc. La métamorphose a été instantanée. C'est un phénomène psychologique que j'étudie depuis des années, la méthode de la pierre grise. En me rendant inintéressante, effacée et servile, je suis devenu invisible. L'élite parisienne ne voyait pas une personne. Il voyait un accessoire, un meuble qui servait du champagne. Et parce que j'étais un meuble, il se sentait en sécurité. Je me déplaçais dans la foule, le plateau en équilibre sur une main. L'air était saturé de parfums coûteux et de l'arrogance de la vieille noblesse d'affaires. À l'autre bout de la pièce, mes yeux ont croisé ceux de mon fils, Adrien. Il se tenait près de la pyramide de cristal, très beau mais visiblement anxieux dans son smoking de chez un grand tailleur. Ses yeux se sont agrandis quand il m'a vu. Il a fait un pas en avant, la bouche entr'ouverte pour crier « Maman ». Je n'ai pas fait de signe. Je n'ai pas souri. Je lui ai lancé le regard. C'est le même regard que j'adresse à un huissier de justice lorsqu'un prévenu est sur le point d'avoir un éclat de voix. Un imperceptible hochement de tête négatif. Un rétrécissement des paupières qui signifie « reste en retrait ». Laisse faire. Adrien connaissait ce regard. Il avait grandi avec. Il a hésité, puis a refermé la bouche, reculant dans l'ombre d'un pilier de marbre. Bon garçon. Il réalisait peut-être pour la première fois que sa mère n'était pas seulement un parent, mais une stratège. J'ai contourné le périmètre, me rapprochant de la famille de Saint-Thierry. Hubert tenait salon près de l'orchestre, un verre de cognac dans une main, gesticulant avec emphase. Il était à l'aise. Il se sentait ici comme le roi de la jungle. Il ne savait pas que la jungle a des yeux. J'ai observé sa fille, Margot, la fiancée de mon fils. Elle portait une robe qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture, un assemblage de soie et de diamants. Mais elle ne la portait pas avec grâce. Elle la portait comme une armure. Je l'ai vu claquer des doigts vers un jeune commis pour qu'il prenne son verre vide, sans même interrompre son contact visuel avec ses interlocuteurs. Pas de merci. Aucune reconnaissance de son existence. Ils ont tellement de chance qu'on envisage seulement cette fusion, riait Hubert, sa voix couvrant la musique. Adrien est un garçon brillant, certes, mais soyons honnêtes, il fait un mariage d'ascension sociale. Une vraie promotion. On fait œuvre de charité ici.
J'ai senti une pointe de chaleur dans ma poitrine, mais je l'ai versée dans un dossier mental étiqueté épreuve. C'était la phase d'instruction. Et contrairement à ce qui se passe dans ma salle d'audience, la partie adverse ignorait que le procès avait déjà commencé. Je me suis glissé plus près, remplissant un verre près de son coude. Encore un peu de cognac, monsieur, ai-je demandé, gardant une voix plate, la dépouillant de toute mon éducation et de toute mon autorité. Hubert n'a même pas regardé mon visage. Il a agité une main dédaigneuse vers moi comme si j'étais une mouche. Continuez de servir et essayez de ne pas en renverser sur mes mocassins sur mesure. Bien sûr, monsieur, ai-je murmuré. Je me suis éloigné, l'adrénaline se transformant en un œuf froid et dur dans mon estomac. Ils pensaient que je leur servais des boissons. En réalité, je leur servais une corde, et j'allais les laisser en utiliser autant qu'ils le souhaitaient. Les doubles portes se sont refermées derrière moi, coupant l'envolée de l'orchestre et les rires stridents des Saint-Thierry. Le silence soudain du couloir de service était brutal. Ça sentait le détergent industriel, le liquide lave-vaisselle et le café brûlé. Pour la plupart des gens, ce couloir était un endroit pour se cacher. Mais alors que je m'appuyais contre le mur de carrelage froid pour reprendre mon souffle, je ne me sentais pas caché. Je me sentais ancré. J'ai regardé mes mains. Elles étaient manucurées maintenant, douces après des années d'usage de crème et de travail dans des bureaux climatisés. Mais la douleur fantôme dans mes articulations était toujours là. Il y a 30 ans, je ne portais pas la robe de magistrat. Je portais une blouse grise. Je faisais l'équipe de nuit au palais de justice de Paris, poussant un seau de nettoyage sur les sols de marbre sur lesquels j'allais un jour régner. Je me souvenais du bruit spécifique que faisaient mes manuels de droit quand je les calais ouverts sur un panneau au sol glissant, volant 5 minutes de révision entre deux poubelles vidées. J'ai appris la loi en nettoyant derrière ceux qui la pratiquaient. Hubert de Saint-Thierry regardait une serveuse et voyait un manque d'ambition. Moi, je regardais une serveuse et je voyais la faim qui bâtit des empires. C'était pour cela que je n'avais pas arraché ce tablier dans le hall. C'était pour cela que je n'avais pas hurlé. Parce que porter cet uniforme ne diminuait pas mon statut. Cela me rappelait mon code source. J'ai fermé les yeux, faisant défiler les chiffres dans ma tête, une habitude dont je ne m'étais jamais défaite. Adrien ne connaissait pas toute l'étendue du grand livre de comptes de notre vie. Il ne savait pas que lorsque son père est parti, j'ai liquidé ma petite épargne retraite pour nous maintenir dans le bon secteur scolaire du 5e arrondissement. Il ne savait pas que son semestre d'études à la London School of Economics m'avait coûté 3 ans de vacances que je n'avais jamais prises. J'avais été l'investisseur silencieux de sa vie, injectant des fonds propres dans son caractère, accumulant des intérêts sur son intégrité. Les Saint-Thierry, eux, étaient des investisseurs de la dernière heure. Ils se manifestaient quand l'action était déjà au plus haut, essayant d'acquérir une participation majoritaire dans une entreprise qu'ils n'avaient pas construite. J'ai pensé au chèque dont Hubert s'était vanté pour la location du lieu. 60 000 €. Il pensait que cela lui donnait le droit de traiter mon fils comme un cas social chanceux et moi comme la boniche. Il se trompait. Je n'étais pas seulement une mère protégeant son petit. J'étais l'actionnaire majoritaire protégeant son actif. Et je commençais à soupçonner que cette fusion était toxique. Un jeune commis m'a frôlé en portant un plateau de verre sale, les yeux baissés. « Pardon » a-t-il bafouillé. « Relève la tête » ai-je dit, ma voix prenant automatiquement le ton que j'utilise pour mes jeunes greffiers. « Tu es la seule raison pour laquelle cette fête peut avoir lieu. Ne t'excuse jamais de travailler. » Il a levé les yeux, surpris, puis a hoché la tête. J'ai ajusté les cordons de mon tablier. La nostalgie était terminée. La phase de justification était complète. Je savais exactement qui j'étais, et je savais exactement dans quoi mon fils s'apprêtait à mettre les pieds. Il était temps de retourner dans la fosse aux lions. J'ai poussé les portes, laissant le vacarme de la fête m'envahir à nouveau. Je ne servais plus seulement des verres. Je collectais des reçus. La salle de bal était plus bruyante maintenant, l'alcool ayant décapé la première couche de vernis social. Je me suis remise en orbite, tel un satellite suivant l'attraction gravitationnelle de l'ego des Saint-Thierry. Je les ai trouvés près des grandes baies vitrées, posant pour des photos. Margot était le centre de gravité, dégageant un charisme aveuglant mais fragile. Elle était flanquée de ses demoiselles d'honneur, des filles qui ressemblaient moins à des amies qu'à des accessoires choisis pour leur capacité à ne pas faire de l'ombre à la mariée. J'ai vu Léa, la jeune serveuse que j'avais remarquée plus tôt, s'approcher du cercle. Elle tenait un plateau d'argent chargé de bouchées au homard, ses mains tremblant légèrement.
Elle a attendu une pause dans la conversation, polie, déférente. Un amuse-bouche, mademoiselle de Saint-Thierry, a demandé doucement Léa. Margot s'est retournée, son visage se tordant dans un éclair d'irritation si rapide et si qu'il en était presque impressionnant. Mon Dieu, non, a craché Margot, reculant comme si Léa lui avait tendu une boîte de pétri remplie de bactéries. J'ai spécifiquement dit à l'organisatrice, pas de crustacés près du cortège. Tu essaies de me tuer ou tu es juste incompétente? La musique semblait s'être arrêtée dans mes oreilles. Léa a pâli, sa prise sur le plateau glissant. Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas, visiblement, tu ne sais pas grand-chose, l'a coupé Margot, sa voix prenant cet accent nasal et tranchant du mépris de classe. Dégage avant de ruiner ma robe. Léa s'est retournée pour partir, les yeux embrumés de larmes, mais dans sa hâte, elle a heurté le bord d'une table haute. Une flûte de champagne a vacillé et a basculé, éclaboussant de quelques gouttes le sol en marbre, bien loin de la précieuse robe de Margot. Mais on aurait dit qu'une bombe venait d'exploser. Incroyable, a rugi Hubert de Saint-Thierry en intervenant. Il n'a pas vérifié si la jeune fille allait bien. Il n'a pas proposé de serviette. Il a ri, un aboiement cruel. Tu vois ça, Adrien? C'est pour ça qu'on paie le forfait VIP, pour éviter la racaille. Le bon personnel n'est pas seulement difficile à trouver. Il est en voie d'extinction. Adrien avait l'air d'avoir la nausée. Il a commencé à s'avancer pour dire quelque chose, mais Margot a posé une main sur son torse, s'appropriant sa parole, le réduisant au silence. C'est à ce moment-là que je me suis avancé. Je n'ai pas regardé Hubert. Je n'ai pas regardé Margot. Je me suis agenouillé sur le marbre froid à côté de Léa. Ce n'est que de l'eau et du raisin, ma puce, ai-je chuchoté en sortant un chiffon de mon tablier. Ça s'essuie en un clin d'œil. Léa m'a regardé, terrifiée. Je vais me faire virer. Non, tu ne le seras pas, ai-je dit, ma voix toujours enveloppée de velours. Je te le promets. Tout en essuyant le sol, j'ai levé les yeux. De mon point de vue, à genoux, l'angle était parfait. J'ai vu Margot de Saint-Thierry me surplomber, ricanant, sirotant son verre. Elle pensait être la reine de ce château parce qu'elle était debout et que j'étais agenouillé. Elle ne comprenait pas la plus ancienne loi du pouvoir, noblesse oblige. La vraie noblesse sert. Elle protège. Elle élève. Les faibles, les vrais faibles, sont ceux qui ont besoin d'écraser les autres pour se sentir grands. J'ai regardé sa robe à 8 000 € et j'y ai vu un déguisement bon marché. J'ai regardé les mocassins italiens d'Hubert et j'ai vu un homme sans âme. Je me suis relevé en tenant le chiffon sale. J'ai capté le regard de Margot. Pendant une seconde, juste une seconde, elle a semblé déstabilisée. Peut-être a-t-elle vu quelque chose sur mon visage qui n'avait pas sa place sur celui d'une serveuse. Peut-être a-t-elle vu la juge. C'est propre, mademoiselle, ai-je dit, ma voix dépourvue de toute chaleur. C'est pas trop tôt, a-t-elle soufflé en me tournant le dos. Je me suis éloigné, mais je ne recueillais plus de preuves. Le procès était terminé. Le verdict sur son caractère était « coupable ». Maintenant, j'attendais simplement la phase du prononcé de la sentence, et je devais m'assurer que la peine soit à la hauteur du crime. J'ai échangé le plateau de bouchée contre une bouteille de millésime prestigieux et je me suis dirigé vers la table d'angle. C'était le saint des saints. L'air y était plus rare, plus froid. C'était là que les associés se tenaient en une phalange serrée de smoking noir, le dos tourné au reste de la fête. Ils ne discutaient pas du mariage. Ils discutaient de la curée. Alors que j'approchais, Hubert de Saint-Thierry se penchait, sa voix tombant dans un ronronnement conspirateur qui portait le poids d'une arrogance pure. La fusion antitrust du groupe Méridien est une affaire classée, messieurs, disait Hubert en faisant tourner son cognac. 40 milliards d'euros. Le plus gros pactole que ce cabinet ait vu en 10 ans. J'ai versé du champagne dans le verre de l'homme à côté de lui, un associé principal que j'avais reconnu d'après sa biographie sur le site du cabinet. Il avait l'air nerveux. Je ne sais pas, Hubert, a dit l'associé. L'autorité de la concurrence nous suit de près, et le dossier vient d'être attribué à la juge Valandré à la cour d'appel. On m'a dit qu'elle était méticuleuse. Ma main n'a pas tremblé. J'ai rempli le verre jusqu'au bord parfait, sans en renverser une goutte. J'ai attendu. Hubert a ri, un son comme des feuilles sèches écrasées sous une botte. Valandré? Catherine Valandré, s'il vous plaît. C'est une nomination de quota avec un cœur d'artichaut.
Elle a passé le début de sa carrière au tribunal pour enfants. Elle se soucie des sentiments, pas des résultats trimestriels. Je me suis reculé dans l'ombre, serrant la bouteille froide contre mon tablier. Pièce à conviction à sous-estimation de la partie adverse. Mais les rapports d'impact environnemental ? A insisté l'associé. Si Valandrey voit les niveaux de toxicité dans les données des nappes phréatiques, elle bloquera la fusion. C'est une violation flagrante du code de l'environnement. Hubert a pris une longue et lente gorgée de son verre. Elle ne les verra pas, le cercle est devenu silencieux. On ne va pas les détruire, quand même, a chuchoté quelqu'un. Nous ne sommes pas des amateurs, a raillé Hubert. Nous allons les enterrer. Nous avons glissé les rapports de toxicité au milieu des pièces de la boîte d'instruction numéro 4000, entre les reçus de la cafétéria et les tickets de parking. C'est une juge fédérale avec un calendrier surchargé. Elle n'a ni le temps, et certainement pas les capacités intellectuelles, de fouiller dans 2 millions de pages pour trouver le seul graphique qui compte. J'ai senti un frisson glacé parcourir mon échine. C'était une sensation que je ne ressentais habituellement que lorsqu'un chef de jury se lève pour lire un verdict. Il venait d'avouer une dissimulation de preuves. Il venait d'avouer une conspiration pour tromper la justice, et il l'avait fait devant la juge même qu'il prévoyait de duper. On va la laminer, a conclu Hubert en levant son verre. On entre, on utilise de grands mots, on enterre les cadavres, et on ressort avec 40 milliards. À la fusion Méridien. À Méridien, on reprit les hommes en chœur. J'ai ajusté la serviette sur mon bras. Dans ma tête, je ne servais plus de boisson. Je rédigeais un mandat d'amener. Encore du champagne, messieurs, ai-je demandé, ma voix se faisant invisible. Continue de verser, ma grande, a dit Hubert en me tournant à nouveau le dos. Je suis parti, la bouteille lourde dans ma main. Il pensait enterrer les preuves. Il ne réalisait pas qu'il s'enterrait lui-même. La fusion était le plat principal, mais Hubert n'avait pas fini de festoyer. Il était ivre de pouvoir maintenant. Le genre d'ivresse qui rend les hommes imprudents. Il a passé un bras autour de l'épaule de l'associé principal, déplaçant le sujet des crimes financiers vers les triomphes familiaux. Et il n'y a pas que le cabinet qui gagne aujourd'hui, a rayonné Hubert, désignant sa fille à l'autre bout de la pièce. Margot vient de décrocher le poste de stagiaire au Conseil d'État. Le stage d'excellence au ministère. L'associé a haussé un sourcil. Impressionnant. Ce programme n'accepte quoi ? 3 candidats par an. C'est normalement réservé au top 1% des grandes écoles. Je me suis figé. Je connaissais ce programme. Je siégeais au comité de surveillance. Le processus de sélection était anonyme, rigoureux et basé entièrement sur le mérite. Margot de Saint-Thierry, que je venais de voir maltraiter une serveuse pour une erreur qu'elle n'avait pas commise, n'avait ni le tempérament ni le dossier académique pour ce poste. Hubert a ricané, un son bas et huileux. Disons simplement que le comité de sélection s'est soudainement rappelé à quel point ils apprécient la nouvelle salle de lecture que j'ai financée. Ils ont dû faire quelques ajustements administratifs. Des ajustements ? A demandé l'associé. Il y avait une fille. Hubert a agité la main d'un air dédaigneux. Une moins que rien venant d'une petite fac de province. Un score parfait au concours, apparemment une vraie bosseuse, mais elle n'a pas le pédigré. On ne pouvait pas laisser un poste pareil à quelqu'un qui n'a pas les relations pour l'exploiter, alors sa candidature s'est malencontreusement égarée. Mon sang n'a fait qu'un tour. Ce n'était pas seulement du népotisme, c'était un vol. J'ai regardé par-dessus mon épaule vers l'entrée de service. Léa était assise sur une caisse pendant sa pause de 5 minutes. Elle avait un gros livre ouvert sur ses genoux. J'ai plissé les yeux. C'était un manuel de préparation au concours de la magistrature. Les pages étaient cornées, les marges remplies de notes à l'encre bleue bon marché. Les pièces du puzzle se sont emboîtées avec la précision terrifiante d'un réquisitoire final. Léa n'était pas seulement une serveuse. Elle était là un moins que rien dont parlait Hubert. Elle était la fille qui étudiait jusqu'à ce que ses yeux lui brûlent, qui faisait des doubles services pour payer ses frais d'inscription, tout cela pour voir son avenir volé par un homme qui le traitait comme un cadeau pour sa fille gâtée. Ce n'était plus une simple offense sociale. C'était le détournement d'une vie humaine. J'ai regardé à nouveau Hubert. Ce n'était pas un père. C'était un parasite. Il se nourrissait des rêves de gens comme Léa pour engraisser sa propre progéniture. J'ai posé la bouteille de champagne sur une table basse avec un coup sec et délibéré.
Le son était définitif. La phase d'instruction était close. J'avais le mobile. J'avais la méthode. Et j'avais les aveux. J'ai glissé ma main dans la poche de mon tablier et j'ai sorti mon téléphone. Mes mains étaient stables. J'ai ouvert un contact nommé sénateur Beaumont. Il était l'invité d'honneur, actuellement dans le salon privé, et mon plus vieil ami de la faculté de droit. J'ai tapé 2 phrases. Code bleu en cuisine. J'ai besoin d'un témoin. J'ai cliqué sur envoyer. Je n'étais plus seulement la mère du marié. J'étais la juge. Les portes de service se sont ouvertes avec un bruit sourd, faisant taire les conversations aux alentours. Le sénateur William Beaumont est apparu dans l'encadrement, flanqué de 2 agents de sécurité. C'était l'orateur principal de la soirée, un homme dont le visage apparaissait sur toutes les chaînes d'information du pays. Le visage d'Hubert de Saint-Thierry s'est illuminé. Il a lissé la veste de son smoking, s'avançant la main tendue, prêt à revendiquer son lien avec le pouvoir. Monsieur le sénateur, quel honneur! Hubert de Saint-Thierry, associé principal de Beaumont est passé devant lui sans s'arrêter. Il n'a même pas cligné des yeux. Il a marché droit vers le poste de service où je me tenais, un chiffon sale à la main. Catherine, a demandé Beaumont, sa voix résonnant dans le silence soudain de la salle. Madame la juge Valandrey, pourquoi diable portez-vous un tablier? Le silence qui a suivi était absolu. C'était le genre de vide qui survient quand une bombe explose, mais que le son n'a pas encore rattrapé l'onde de choc. La main d'Hubert était toujours tendue en l'air, saisissant le vide. Il a regardé le sénateur, puis moi, la femme de ménage, puis à nouveau le sénateur. Son visage est passé d'un rouge brique à un gris cendré en 3 secondes chrono. Juge, a murmuré Margot, sa flûte de champagne s'inclinant dangereusement. J'ai porté mes mains derrière mon dos et j'ai dénoué le nœud du tablier. J'ai passé le tissu blanc par-dessus ma tête, je l'ai plié soigneusement, lentement, et je l'ai posé sur le plateau à côté des verres vides. J'ai lissé les revers de mon tailleur bleu marine. Je n'étais plus la femme invisible. J'étais l'honorable Catherine Valandrey. En fait, mademoiselle de Saint-Thierry, ai-je dit, ma voix portant jusqu'au fond de la salle sans que j'aie besoin de l'élever d'un décibel. Je suis la juge présidente de la Chambre à la Cour d'appel de Paris, celle-là même qui examine actuellement la fusion à 40 milliards d'euros de votre père. Hubert a émis un bruit d'étouffement. Juge Valandrey. Nous n'avions aucune idée. C'est manifestement un malentendu. Nous plaisantions simplement sur. Je l'ai coupé net. J'ai pénétré dans son espace personnel. Il a reculé. Était-ce une plaisanterie lorsque vous avez admis une conspiration pour violer le code de l'environnement? Était-ce une plaisanterie lorsque vous avez détaillé votre plan pour enterrer les rapports de toxicité dans la boîte 4000 du dossier d'instruction? Le sang a quitté ses lèvres. C'est une conversation protégée par le secret professionnel, a-t-il bafouillé. Pas quand vous la hurlez devant tout le monde dans une salle bondée, monsieur de Saint-Thierry, ai-je dit froidement. Il n'y a pas de secret professionnel entre avocats et clients dans une file d'attente de traiteurs. Vous avez admis une dissimulation de preuves devant une juge et un sénateur de la République. J'ai fait un signe de tête vers Beaumont, qui a croisé les bras en lançant un regard noir à Hubert. Je peux expliquer, a haleté Hubert. Vous le ferez, ai-je promis, lors de votre audience devant le Conseil de l'ordre pour votre radiation. Je me suis tourné vers Margot. Elle semblait minuscule maintenant. L'armure de sa robe coûteuse s'était dissoute. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une enfant jouant à se déguiser. Et pour ce qui est du stage au Conseil d'État, ai-je continué en la voyant tressaillir. Je siège au comité de surveillance. Nous prenons l'intégrité académique très au sérieux. Je vais personnellement extraire votre dossier demain matin. Je suis très curieuse de voir comment une candidature a pu être égarée pour vous faire de la place. Maman, fais quelque chose. Margot a agrippé le bras de sa mère, mais celle-ci fixait le sol, souhaitant se fondre dans le tapis. Adrien, ai-je dit en me tournant vers mon fils. Il est sorti de l'ombre. Il n'avait plus l'air effrayé. Il avait l'air soulagé. Il a regardé Margot, puis moi. Il s'est approché et s'est tenu à mes côtés. On y va, maman, a-t-il demandé. Une dernière chose. Je me suis retourné vers Hubert, qui tremblait visiblement. Vous aviez raison sur un point, monsieur de Saint-Thierry. Vous devriez vraiment faire attention à qui vous parlez.
On ne sait jamais quand la femme de ménage pourrait tenir le marteau de la justice. J'ai tourné les talons et je suis sorti. Le silence a duré jusqu'à ce que les lourdes portes se referment derrière nous. Je n'ai pas attendu le gâteau. Au moment où le personnel du cercle servait le dessert, j'étais déjà dans un taxi, mes talons retirés, rédigeant un rapport sur mon téléphone. Les retombées ont été fulgurantes. Ce n'était pas un scandale, c'était une implosion. 3 mois plus tard, les gros titres continuaient de tomber. La fusion Méridien a été bloquée. Le cabinet Saint-Thierry et Associés fait l'objet d'une enquête criminelle. Hubert de Saint-Thierry n'a pas seulement perdu l'affaire. Il a perdu son cabinet. Lorsque le barreau a reçu la transcription de ses aveux en cuisine, corroborée par un sénateur, sa licence d'exercer le droit s'est évaporée plus vite que le champagne qu'il avait l'habitude de boire. Mais la véritable justice ne résidait pas dans la destruction de la vieille garde. Elle résidait dans la redistribution des chances. J'étais assise dans mon bureau, le soleil du matin frappant le bureau en acajou. Adrien était assis en face de moi, paraissant plus léger, plus jeune qu'il ne l'avait été depuis des années. Il avait mis fin à sa relation avec Margot ce soir-là, dans le hall. Pas de drame, pas de cris, juste le simple retour de la bague. Elle m'a appelé hier, a dit Adrien en remuant son café. Elle travaille dans une boutique de luxe à Saint-Germain, dans le cadre de son accord de travaux d'intérêt général. Elle dit qu'elle a mal aux pieds. J'ai souri en signant un document. C'est bien. La douleur est un excellent professeur. Peut-être apprendra-t-elle enfin que le respect n'est pas un héritage. Et le stage, a demandé Adrien. J'ai ouvert le tiroir du haut de mon bureau et j'en ai sorti un nouveau dossier. C'était la décision la plus facile que j'ai jamais prise. La scène a changé dans mon esprit pour revenir à la semaine précédente. J'avais retrouvé Léa, la serveuse du gala. Je l'avais trouvée à la bibliothèque de la fac, enterrée sous les mêmes manuels de droit. Quand je lui ai remis la lettre d'acceptation pour le programme d'excellence, celle que Margot avait essayé de voler, elle n'a pas crié. Elle n'a pas sauté de joie. Elle a juste pleuré, en silence, avec ce tremblement propre aux gens qui ont été invisibles si longtemps qu'ils oublient ce que l'on ressent quand on est enfin vu. Elle commence lundi, ai-je dit à Adrien. Elle n'avait pas besoin d'une faveur. Elle avait juste besoin d'un procès équitable. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre, regardant la ville. L'horizon était rempli de tours de verre et d'acier, monuments au pouvoir et à l'argent. Mais en bas, dans la rue, la vraie ville bougeait. Les agents d'entretien, les serveurs, les chauffeurs de bus, l'armée invisible qui fait tourner le monde. J'ai pensé au tablier plié soigneusement dans mon placard, chez moi, juste à côté de ma robe de magistrat. C'étaient 2 uniformes différents, mais ils servaient le même maître, la vérité. Hubert de Saint-Thierry pensait que le pouvoir consistait à savoir qui l'on peut commander. Il a oublié que le vrai pouvoir consiste à savoir qui l'on peut protéger. Je me suis retourné vers mon fils, mon marteau de juge reposant lourd et silencieux sur le bureau. La justice est aveugle, ai-je dit doucement. Mais elle n'est pas sourde. Et elle entend tout.